Hello le réseau et bienvenue sur ce deuxième numéro de Time Management, l'émission qui décortique le Human Management. Je suis votre hôte, Michael Jacques, je suis le dirigeant, formateur et consultant de la société Self-Care Success. Pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez liker, partager, commenter sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je vous invite à cocher la petite cloche pour ne rater aucune notification, aucun de nos lives concernant le Human Management. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui tombe parfaitement à propos. C'est la résolution de conflits en entreprise. Alors, on parle de l'entreprise parce qu'ici, on est tous des chefs d'entreprise, des directeurs, des managers, des team leaders. Mais les tips que je vais vous donner aujourd'hui, les éléments qu'on va échanger aujourd'hui peuvent s'appliquer à d'autres contextes, que ce soit dans le contexte de la formation, que ce soit dans le contexte familial, que ce soit dans le contexte associatif. C'est toujours les mêmes tips qui vont rentrer en ligne de compte. Parce que même dans les organisations qui misent énormément sur l'harmonie entre collègues et qui préconisent un environnement de travail sain, les situations problématiques peuvent survenir. Aussi inévitable soit-elle, il existe plein de moyens d'arriver à la résolution des situations conflictuelles dans vos équipes. Si vous choisissez d'ignorer la situation, si vous la laissez pourrir, de jour en jour, ça va faire que grossir. Un peu comme un furoncle. Voilà. Alors l'image n'est pas très ragoûtante, surtout à 12h30, je vous l'accorde, mais c'est ça. Si vous avez un bouton, un gros bouton là, qui commence à gonfler avec du pus dedans et tout, et au bout d'un moment, ce bouton il va éclater, il va y en avoir partout. Ok, je vous l'accorde, c'est vraiment dégueulasse. Mais par contre, ça correspond parfaitement à la situation. Si vous laissez pourrir la situation, si vous laissez gonfler les rancœurs, tous les non-dits, tout ça, au bout d'un moment, ça gonfle et ça éclate. Et il y en a partout. Alors, excusez-moi par avance, je vais être très cru dans mes termes, mais je veux vraiment que ça s'imprègne, en fait, que ça s'imprime dans vos mentales. Il va y avoir une gerbe, un vomi de paroles blessantes, d'actions, et là, rien n'est irréparable, mais par contre, on va être vraiment à l'extrême limite. C'est pourquoi, pour éviter tout ça, cette explosion qui va pourrir l'ambiance de travail, qui va affecter le travail personnel de chacun, mais qui va pourrir l'ambiance générale, il faut être bien outillé. Et pour être bien outillé pour faire face à ces situations de conflit, je vais vous proposer aujourd'hui 6 étapes qui vont vous aider, sûrement, j'espère en tout cas, à rétablir un climat harmonieux dans vos équipes, dans votre travail. Et vous verrez que, au cours de cette émission, je vais essayer d'aborder des exemples. Et ces exemples, vous verrez que ça peut très bien se raccorder, comme je le disais en préambule, à votre vie de famille, à votre vie associative, à plein de choses. La première des étapes, alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez dire, mais il radote, il parle toujours de la même chose. Mais par contre, pour moi, c'est un point essentiel. C'est qu'il faut comprendre l'autre, comprendre ce qui fait l'autre, comprendre qui il est et pourquoi il est comme ça. Et pour en arriver à comprendre l'autre, il faut d'abord se comprendre soi-même. Il existe plein d'outils. Moi, personnellement, j'en utilise un que je trouve très complet, très précis et très facile de compréhension pour les néophytes, pour les gens qui ne sont pas formés comme moi à la connaissance de soi. Cet outil s'appelle Flash. C'est un outil qui vous permet de vous comprendre intrinsèquement, qui vous permet de vous comprendre sans avoir besoin de remplir de questionnaires facilement orientables en plus, parce que dans un contexte social, quand on va remplir un questionnaire comme ça, on va le remplir non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'on voudrait faire paraître aux autres. Là, sur le Flash, c'est un outil qui, basé sur la médecine traditionnelle chinoise, nous permet, avec simplement 4
éléments infalsifiables, nom, prénom, nom de naissance, hein, je parle du nom de jeune fille pour les femmes, nom, prénom, jour et mois de naissance. À partir de ces 4 éléments-là, et d'un algorithme qui a été étudié et peaufiné pendant plus d'une quinzaine d'années, eh bien, on va pouvoir vous sortir un profil type, une carte comportementale de vous-même. Et à partir du moment où vous aurez intégré cette carte comportementale, que vous aurez pris connaissance de vos soft skills, c'est-à-dire de vos comportements et de vos points forts innés, de vos super pouvoirs, si je puis dire, eh bien, vous serez en mesure de les mettre en application et vous serez en mesure également de comprendre les réactions des gens avec qui vous interagissez. Que ce soit vos enfants, que ce soit votre conjointe, que ce soit vos parents, que ce soit vos voisins, que ce soit vos collègues de travail, votre boss, vos collaborateurs, les gars de votre club de foot, de tennis, à la salle de sport, n'importe où. N'importe où. À partir du moment où vous vous connaissez vous-même, alors je vais ressortir ma petite phrase magique, mais qu'est-ce que je l'aime cette phrase, qu'est-ce qu'elle est pertinente. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le domaine des dieux. Si tu connais ton fonctionnement interne, si tu te connais toi-même vraiment bien, si tu sais comment tu réagis, eh ben tu sauras comment réagir avec les autres et tu comprendras les autres. Et à partir du moment où tu comprends les autres, eh ben tu es maître de ton environnement. Parce que c'est pas le tout de se connaître. Mais c'est en se connaissant soi-même qu'on arrive à comprendre les autres. Voilà. J'en arrête là avec les digressions. Je vous ai parlé de cet outil qui, pour moi, est sensationnel. Mais le sujet, en fait, de ce point, c'est de comprendre les autres. Voilà. Donc, en se comprenant soi, on comprend les autres. Je pense que vous avez compris le message. Pour bien appréhender les sources du conflit, il faut comprendre qu'elle peut avoir plusieurs causes. Ça peut être un conflit de valeurs, ça peut être un conflit de personnalité, ça peut être un conflit d'intérêt. Il y a plein de choses. Mais en fait, peu importe le contexte ou la source, la première chose à retenir, c'est que chaque personne est unique. Chaque membre qui compose votre team est unique. Il a sa propre personnalité. Une sorte d'ADN comportemental. Alors, tout le monde a cet ADN comportemental. Et il est différent. Et une situation donnée peut engendrer des réactions complètement différentes en fonction de la personne. Certaines personnes, je vais prendre un cas extrême encore une fois, hein, c'est mon passif de pompier qui parle. Vous êtes en présence d'une personne qui fait un malaise. Dans l'entreprise, ça peut arriver, hein, quelqu'un qui a pas bien déjeuné le matin, qui s'est levé un peu en retard, qui n'a pas mangé, qui a un hypo. Bam, la personne fait un malaise et tombe. Vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez la personne qui va courir partout en disant complètement affolée. Vous avez la personne qui va être très pragmatique et au secourisme et qui va là entrer en action avec un grand sang-froid. Et vous avez les personnes qui vont venir s'agglutiner, qui vont venir regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Voilà. C'est quelques-uns des cas de figure qu'on peut rencontrer. Mais pour comprendre comment les personnes réagissent, pourquoi les personnes réagissent comme ça, eh bien, il faut tenir compte de leur personnalité propre. Il faut tenir compte de leur formation, de leur vécu, de leur environnement socio-culturel. Alors, c'est sûr, c'est des choses qui peuvent faire un peu cliché, mais qui sont essentielles à prendre en compte. Comprendre les croyances, les fonctions naturelles, les automatismes qui varient d'une personne à l'autre. C'est la base de toute analyse qui mène à la résolution au travail. Mais au-delà de ça, et au-delà de bien comprendre ce qui fait que chacun est ce qu'il est, en définitive, il faut surtout apprendre aussi à respecter les idées et les valeurs de chaque individu, même si elles sont différentes. Et j'ai envie d'aller plus loin, c'est pas même si elles sont différentes, surtout si elles sont différentes. Le fait d'être avec des gens qui pensent exactement comme vous toute la journée, mon Dieu, ce que c'est épuisant. C'est parfaitement épuisant. Et quand un conflit éclate entre deux personnes qui ont exactement le même comportement, Dieu que c'est difficile à gérer. Mettons par exemple que vous ayez deux personnes, c'est une image qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou autre, de ces personnes
qui ont le même point de vue, mais pas la même vision d'ensemble. Vous voyez, les gens qui vont voir un tracé, voilà. D'un côté, la personne va avoir un 6, de l'autre, la personne va avoir un 9. Et les deux personnes vont se dire, non, c'est un 6, non, c'est un 9, non, c'est un 6, non, c'est un 9. Elles vont penser la même chose. En définitive, c'est un chiffre. Mais en fonction de leur point de vue, de leur positionnement, eh bien, elles ont... Et c'est très, très, très difficile à gérer. Mais c'est pas impossible. Ce n'est absolument pas impossible. Et on va voir pourquoi. Le fait de gérer ces personnes-là, en fait, il faut simplement tirer profit des différences et des similitudes. C'est le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui. Être différent, c'est pas un défaut, bien au contraire. Bien au contraire. J'avais un instructeur à l'armée qui disait qu'un commando, c'est pas un seul homme. C'est un groupe compact, formé de personnes complètement différentes. Vous voyez, la main, comme le commando, elle a 6 éléments. Elle a la paume, qui est grande, qui relie. Ça, c'est le chef, c'est le boss. Et elle a le pouce, l'auriculaire, qui sont petits, le majeur, qui est grand, l'index, l'annulaire, qui sont de taille moyenne, et qui ont chacun leur utilité. Chacun leur utilité. Chacun leur différence, leur spécificité. Pourtant, ils sont tous similaires, c'est 5 doigts. Mais ils sont tous uniques, de par leur forme, de par leur taille, de par leur fonction. Dans votre équipe, dans vos teams, c'est exactement la même chose. Il est important de considérer tous les aspects de la personnalité de vos collaborateurs. Vous aurez des gens dans vos équipes qui viennent, je prêche encore pour ma paroisse, mais qui viennent peut-être du monde militaire. Donc, ils sont des gens très carrés, très rigoureux. Vous avez des gens qui viendront du domaine universitaire. Vous avez des gens qui viendront, qui auront arrêté leurs études très tôt, des gens qui viendront d'un milieu aisé, des gens qui viendront d'un milieu plus modeste. Et toutes ces personnes-là, eh bien, il va falloir les faire travailler ensemble, créer une synergie avec eux. Et quand les conflits vont arriver, il va falloir vous servir de cette synergie que vous aurez créée, il va falloir vous servir de ces différences et de ces similitudes. La similitude la plus évidente, c'est qu'ils travaillent tous pour la même boîte. Ils font tous le même job. Je prends une équipe, par exemple, une équipe de recherche et développement dans une entreprise. Ils font tous le même job. Leur boulot, c'est de développer de nouveaux produits. C'est de faire des tests. C'est de faire des études comparatives. Pour autant, dans l'équipe, chacun aura une vision différente. Chacun aura une approche différente du produit. Ça pourra créer des moments de friction. Ça pourra créer de saines discussions, des brainstorming. Mais dans le cas des moments de friction, justement, je reviens à ça, puisque c'est le thème du jour, la résolution de conflits, il va falloir se poser et analyser justement qu'est-ce qui fait les différences et quelles sont les similitudes entre les deux points de vue et les deux personnes justement qui se confrontent. 2 ou plus. On parle de 2 protagonistes parce que c'est plus simple à gérer, mais ça peut être une friction entre 2 clans dans une même équipe ou carrément plusieurs clans. Personne n'est d'accord dans l'équipe. Et là, ce sera au manager de se poser. Je n'ai pas envie de dire en arbitre, parce qu'on n'est pas là pour arbitrer. C'est pas un match de foot, c'est pas un combat de boxe. Non, il est là pour se positionner en médiateur. Voilà. Le manager, un bon manager, c'est un médiateur. C'est quelqu'un qui va avoir le sens de l'écoute, une empathie certaine, et surtout le bon mot au bon moment. Pas toujours évident, ça. On y reviendra. Une fois que vous avez pris tout ça en compte, il va falloir choisir le bon intervenant. Le bon intervenant, ça peut être vous, manager, directeur, chef d'entreprise. Mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre de l'équipe, quelqu'un d'extérieur au conflit. Parce qu'en tant que manager, même si vous n'êtes pas dans le conflit directement, vous y êtes quand même impliqué de par votre fonction.
À partir du moment où vous avez deux de vos collaborateurs qui rentrent en friction, qui rentrent en conflit, vous, en tant que manager, vous avez, je suis désolé, hein, je vais ne pas me faire des copains, mais vous avez votre part de responsabilité. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su entrevoir les premiers éléments qui allaient apporter la friction. Ou alors, si vous les avez vus, vous avez laissé pourrir la situation, comme je l'ai dit en préambule. Donc, il va falloir, si vous sentez, après c'est un ressenti, si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'intervenir et de gérer ce conflit, il va falloir aller chercher de l'aide. C'est pas une tare de demander de l'aide. Moi, dans ma vie de tous les jours, dans mon job, j'ai demandé de l'aide. En tant que militaire, j'ai demandé de l'aide. Parce que quand on est militaire, on n'est pas un seul bonhomme tout seul, en mode Rambo lancé dans la jungle. Non, on est une unité. On est une escouade, on est une section, une compagnie, un régiment. Là, je parle pour nos amis de l'armée de terre. Moi, marin, c'était plutôt un service et un bâtiment. Voilà, c'est beaucoup plus réduit. Mais la fonctionnalité est la même. La finalité, pardon, est la même. Quand on va interagir dans le conflit, si on se sent impliqué ou si on est pris à partie justement par les belligérants, c'est très très difficile de jouer le médiateur. Donc à ce moment-là, il va falloir avoir cette présence d'esprit d'aller prendre dans l'équipe ou d'aller prendre dans un autre service quelqu'un de neutre et quelqu'un qui va pouvoir écouter les deux points de vue, les deux belligérants, et trouver un terrain d'entente. Ou tout du moins les aider à trouver un terrain d'entente. Parce que le rôle du médiateur n'est pas de proposer une solution, mais d'aider les gens à déterminer cette solution. C'est une gymnastique fabuleusement compliquée, mais merveilleusement satisfaisante quand elle est bien menée. Une fois que vous avez trouvé ce bon intervenant, cet intervenant, il va rencontrer les personnes. Donc, que ce soit vous ou que ce soit une personne extérieure, on va rencontrer les personnes. On va rencontrer l'un des intervenants et écouter tout ce qu'il a à dire, écouter son point de vue, écouter ses griefs par rapport à l'autre, par rapport au boulot, par rapport à la mission. Une fois que c'est fait, on va recevoir l'autre personne. Mais pareil, de façon complètement indépendante et en tête-à-tête. Et on va faire la même chose. On va l'écouter de A à Z, ses griefs, ses besoins, ses désirs par rapport à la situation. Une fois que c'est fait, petit rapport, hein, n'oubliez jamais de prendre des notes, très important. Même si le cerveau humain est un formidable ordinateur, et on n'est pas à l'abri d'un fichier effacé. Donc prenez bien des notes sur les envies, sur les besoins de chacun. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien tout compulsé, que vous avez une idée générale du problème, cette fois vous faites revenir les deux personnes impliquées. 2, 3 ou 4 en fonction du nombre de personnes. On va partir sur un principe de 2, c'est plus simple. Pour l'exemple en tout cas. Faites revenir donc ces deux personnes et réexposez-leur le point de vue de chacun. Ne les faites pas parler. Pas tout de suite. Il faut d'abord qu'ils redescendent en pression et qu'ils apprennent à écouter. C'est très, très difficile quand on est en colère, d'écouter les autres. Il faut faire redescendre son feu intérieur. Il faut respirer et se mettre en condition pour écouter. Et c'est là tout le rôle du médiateur, qu'il soit manager ou un autre. Hein. Et il va falloir les mettre en condition pour écouter. Moi, ce que je faisais, quand j'avais ce souci dans mes équipes, ben effectivement, je recevais les deux équipes, les deux protagonistes séparément. Et quand ils avaient fini, moi j'étais en position d'écoute, et quand ils avaient fini, eh bien, je les renvoyais chacun d'un côté, qu'ils n'aient pas de contact. Je faisais mon petit mini-mélo, là, je reprenais mes notes, et j'essayais de visualiser bien l'ensemble du conflit, de savoir d'où c'était parti, pourquoi c'était parti, et quel pouvait être le terrain d'entente, le compromis qu'ils pouvaient trouver.
Quand il revenait dans mon bureau, j'avais aéré la pièce avant et je mettais une musique d'ambiance. Souvent, mes collaborateurs appelaient mon bureau l'ascenseur. Parce que quand il y avait un conflit, généralement, je mettais une bonne musique d'ascenseur. Vous savez, la petite musique, là, la musique d'instant gênant dans les films, là, dans l'ascenseur. Voilà, je mets cette petite musique-là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des musiques qui sont censées être déstressantes. Et en plus, parce que il y a cette connotation, cinéma, instant gênant, et ça fait toujours sourire quand les gens rentrent. Même si on n'est pas en situation d'écoute, la musique, les vibrations de la musique, c'est quelque chose qui va imprégner tout le corps et qui va permettre de faire redescendre et de moduler les émotions. Là, encore une fois, c'est mon expérience qui parle. C'est des choses que j'ai expérimentées et c'est des choses qui ont été prouvées aussi scientifiquement. Je vous invite à faire des recherches sur Internet ou sinon, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter en MP sur mes profils et on pourra en discuter et je vous donnerai les liens des études. La parenthèse étant fermée, une fois que donc mes deux protagonistes rentraient avec la musique, je les faisais asseoir et je les observais. Pas longtemps, hein, 1 minute ou 2. Je les observais en silence, juste en écoutant la musique et en regardant déjà leur attitude. S'ils se regardaient ou s'ils ne se regardaient pas. Dans le cas où ils se regardent, est-ce qu'ils vont essayer vraiment de capter le regard de l'autre ou est-ce que c'est juste une façon de prendre l'ascendant sur l'autre, une façon de relancer le conflit? Et là, c'est à nous d'intervenir quand on voit vraiment que le conflit déjà reprend simplement par le regard. C'est à nous d'intervenir et à ce moment-là d'entamer le dialogue. À partir du moment où j'entame le dialogue, je reprends les éléments factuels. Et je prends ma posture de manager, de leader. S'il y en a un qui essaie d'intervenir, je parle. Tu m'écoutes. Si tu as quelque chose à dire, on en discutera quand j'aurai fini d'exposer les faits. Pour l'instant, tu m'écoutes. Sur ce ton-là, faut pas être agressif, faut pas gueuler. Si on commence à rentrer dans l'émotionnel soi-même, alors là, c'est fini. On a tout raté, on a tout perdu. On a perdu la partie, parce qu'on n'arrivera pas à résoudre le conflit soi-même, et on a perdu les belligérants parce qu'ils vont repartir de plus belle. Et en plus, ils auront un grief supplémentaire, c'est leur manager est un con, leur manager les écoute pas, leur manager... Non, il faut être toujours mesuré, toujours posé. Un autre exemple qui est au niveau de l'émotionnel, comme quoi on a beau être un spécialiste, on n'est pas infaillible. J'ai eu pas au boulot, mais dans un coaching, voilà, un élément à un moment qui on était dans un groupe de discussion, dans un groupe de coaching, et un élément qui m'a interloqué au niveau de la communication, de but en blanc et tout. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça appartient au coaching. Mais j'ai fait part de mon incompréhension de la situation, sauf que j'ai réagi dans l'émotionnel. Vous voyez, on n'est pas infaillible. Hein. On a beau être des spécialistes, on a beau être des pros du domaine, on n'est pas infaillible. J'ai réagi dans l'émotionnel. J'ai fait un vocal, j'ai fait 2 vocaux, en disant que je ne comprenais pas, qu'au niveau de la communication, avec moi ça coinçait, c'était pas bon. Alors forcément, la personne en face, le coach qui drivait tout l'ensemble, il s'est senti agressé. Et je le comprends. J'aurais été à sa place, j'aurais réagi de la même façon. Et on a beau être dans une relation coach-coaché ou formateur-apprenant, c'est pas toujours évident de garder cette distance, de garder cette neutralité émotionnelle. Le ton est un petit peu monté par réseau interposé et on a décidé de stopper. Il y a une 3e personne qui est intervenue et qui a calmé le jeu. D'ailleurs, au passage, si les membres de mon groupe de coaching sont là, je les salue, je les remercie de leur patience pour ce qui s'est passé à ce moment-là. Les torts étaient partagés. Je prends complètement mes torts, j'aurais pas dû réagir sur l'émotionnel, j'aurais pas dû lui dire ça et j'aurais pas dû le dire dans le groupe. J'aurais dû, effectivement,
lui envoyer un message privé et lui dire d'un ton parfaitement neutre, excuse-moi, mais je ne comprends pas ta réaction dans le groupe, je ne comprends pas pourquoi tu nous dis ça ou pourquoi tu fais ça. Peut-être qu'il se serait agacé, peut-être qu'il m'aurait répondu sous l'émotionnel, ou peut-être qu'au contraire, il aurait repris sa posture de coach et m'aurait dit, beaucoup plus placidement, les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi. Sauf qu'on n'est que des humains. Et en entreprise, c'est pareil. On n'est que des humains et voilà. Et ça s'est résolu. À l'heure d'aujourd'hui, ça s'est résolu, heureusement. Hein. Mais à l'instant T, c'était tendu. Et c'est cette troisième personne qui, extérieure, a justement pris les informations de l'un, de l'autre, et a calmé le jeu. Elle a repris les informations factuelles, et elle a fait un bilan factuel, et elle nous a permis de redescendre en pression et de trouver le compromis nécessaire. Et pour ça, cette personne, je l'en remercie. C'est exactement ce que je faisais quand j'étais moi-même manager, quand j'étais chef de groupe à l'armée, quand j'étais chef d'agré chez les pompiers. C'est exactement ce que je faisais avec mes équipes. Quand j'étais chef scout aussi, ça m'arrivait de régler des conflits entre les gamins, entre les petits scouts, et je me posais exactement de la même façon. Alors c'est sûr, quand on est en camp scout dans la nature, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus simple, avec les petits oiseaux qui chantent et tout. Mais je préférais 100 fois régler une situation conflictuelle dans une entreprise que dans un camp scout. Ça m'appartient, c'est une anecdote. Une fois que c'est fait, et là on aborde le 5e tip que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est le 6e tip, vous voyez, rencontrer les personnes individuellement et les rencontrer ensemble, ce sont 2 tips différents, ce sont 2 étapes différentes. La 6e tips, c'est faire le bilan de la situation. Une fois que le compromis est trouvé, on va présenter les principaux éléments qui sont sortis de l'analyse de résolution, rédiger des plans sur mesure pour chacun des belligérants, en tenant compte des faits, toujours tenir compte des faits, toujours rester factuel, et pas partir dans les digressions émotionnelles. En tenant compte des personnalités de chacun. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en premier tips. Chaque personne est unique. Et du lien professionnel qui les unit. Et oui, parce que des fois, ce n'est pas simplement 2 collègues, 2 gens de la même équipe. Ça peut être un autre manager et un de ses subordonnés. Ça peut être 2 gars de 2 équipes différentes, mais qui doivent intervenir sur le même projet. Je vois par exemple l'équipe RD et l'équipe marketing. L'équipe RD, recherche-développement, a rendu un rapport à l'équipe marketing pour qu'elle prépare un communiqué de presse ou une plaquette et tout pour le nouveau produit qui va sortir. Et il y a une incompréhension, mais au lieu de parler l'un et l'autre pour essayer de lever cette incompréhension, et ben l'équipe marketing va dire ah mais les RD ils ont encore fait du bordel, ils ont encore fait de la merde et ceci on comprend rien, comment ils veulent qu'on communique là-dessus. Ou alors au contraire l'équipe marketing a fait un truc super propre mais complètement à côté de la plaque par rapport au rapport. Ah mais l'équipe marketing c'est des cons, ils comprennent rien à ce qu'on leur dit et ainsi de suite. Sauf qu'à partir du moment où on part dans l'émotionnel, et ben il n'y a rien de bon qui arrive. Plutôt que d'aller voir l'autre personne et dire excuse-moi mais je pense qu'il faudra qu'on discute de mon rapport et de ta plaquette parce que il y a, je pense, une incompréhension et ça ne correspond pas à ce que je t'ai présenté. Ou alors, je ne comprends pas ton rapport et il m'est impossible justement d'effectuer une communication claire et propre pour la vente de notre produit. À partir du moment où tout est exposé factuellement, concrètement, loin, libéré de toute charge émotionnelle, et bien là, vous avez gagné la partie. Il faut faire après un suivi, c'est ce que je disais, un bilan et suivi régulier. C'est-à-dire que quand le conflit arrive et que vous avez réglé ce conflit, ce n'est qu'une première étape. Rien ne vous dit qu'il n'y a pas une autre étincelle sous-jacente. Donc il faut régulièrement faire un point. On va dire, par exemple, ça peut être un point hebdomadaire, ça peut être un point à la quinzaine ou au mois. Mais posez des dates régulières où vous rencontrez les 2 parties et vous dites voilà où on en est
de votre conflit, où on en est, de ce qui s'est passé. Et si vous sentez que c'est fini, vous espacez les bilans. Vous ne les arrêtez pas, vous les espacez. Parce que si il y a eu ce conflit, rien ne vous dit qu'il peut pas y en avoir un autre sous-jacent. Et ce suivi régulier va vous permettre, à vous, manager, d'éviter une nouvelle explosion, d'éviter un nouveau Tchernobyl dans votre entreprise, dans votre équipe. Si cette dernière étape n'est pas respectée, vous pouvez presque déjà faire une croix sur votre intervention. Vous aurez tout faux. Quand je vous dis qu'il faut faire un suivi régulier, c'est vraiment offrir un support d'accompagnement aux individus, en soulignant les améliorations et en procédant à une rétroaction constructive. Rétroaction constructive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on va reprendre point par point, remonter chronologiquement, en se disant, voilà, d'où c'est parti, d'où est parti le conflit. On va remonter jusqu'à la base. Et ensuite, on va faire des étapes chronologiques jusqu'à arriver à une résolution parfaite du conflit. Oui, je sais, je radote. Je viens de réexpliquer ce que j'ai expliqué avant. Mais ça fait aussi partie de ça. C'est aussi ça, la résolution de conflit. C'est savoir réexpliquer plusieurs fois la même chose de façon différente, de façon à être certain que tout le monde intègre. Parce que tout le monde n'a pas la même compréhension d'un événement donné. Tout le monde n'a pas la même compréhension des faits à ce moment-là. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui dans la résolution de conflits, c'était vraiment la façon de traiter avec les personnes et vous faire prendre en compte que chaque individu est unique. L'arrière-scène d'un conflit de personnalité au travail, c'est que nos emplois nous exposent à toutes sortes de personnes. Des individus avec qui on doit parfois collaborer régulièrement afin de compléter nos tâches ou de clore nos projets. Mais si tous les employés étaient pareils, avec des approches similaires et des styles de com et des comportements parfaitement identiques, est-ce que pour vous ce serait une bonne chose? J'attends vos réponses. Est-ce que pour vous ce serait une bonne chose? N'hésitez pas à me les laisser en commentaire, à m'envoyer des messages, ou pour ceux qui verront le replay, à me mettre les coms sous la vidéo. Ça m'intéresse de voir un peu vos points de vue là-dessus. Si vous préférez des équipes avec des gens parfaitement identiques, pour ceux qui aiment Star Wars, l'armée des clones, ou est-ce que vous préférez au contraire des gens avec des caractères complètement opposés mais complémentaires? Néanmoins, lorsqu'il est trop tard pour prévenir le litige, si vous avez laissé pourrir la situation ou si vous vous êtes mis des œillères et que vous ne l'avez pas vu arriver, mais il existe des outils qui miseront sur les forces des gens et qui aideront à la résolution de ce conflit au travail. Que ces forces soient similaires ou opposées, il faudra opter pour une intervention constructive où le meilleur de chacun est mis en avant. Il faudra se concentrer sur le positif et sur les succès de chacun pour rétablir la relation. En bref, pour résoudre les conflits, c'est pas une mince affaire. C'est vraiment pas une mince affaire, c'est pas une sinécure. Et parfois, il faut s'oublier. Ah ouais, il faut s'oublier. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut rester neutre émotionnellement. Il faut complètement se détacher de la situation et ne rien prendre pour soi. C'est pas évident, ça. C'est vraiment pas évident. Encore une fois, c'est pour ça que la connaissance de soi est quelque chose de primordial. Parce en maîtrisant parfaitement ces fonctionnements internes, on va savoir se détacher de telle ou telle situation. Alors, encore une fois, c'est pareil, il y a deux extrêmes. Il y a la personne qui ne se connaît pas du tout et qui va réagir à chaud à toutes les situations. Et il y a le maître bonze, le Dalai Lama, qui lui va être complètement dans le nirvana. C'est pas ce qu'on cherche non plus. Ce qu'on cherche, c'est des humains. Nous sommes humains, nous travaillons avec des humains. Même quand on travaille avec des IA, il y a toujours des humains derrière. Quand on s'oublie,
une bonne et une mauvaise chose. S'oublier, c'est, comme je vous l'ai dit, des fois, c'est renier sa propre personnalité pour ne pas s'impliquer. Mais à trop renier sa personnalité, ça peut aussi nous mettre complètement en retrait et nous faire perdre notre crédibilité. Donc, c'est quelque chose à bien doser. Et pour ça, il faut s'outiller. S'outiller pour ne pas complètement s'oublier. Ces outils, on les retrouve. Vous avez plein de choses, plein d'articles sur Internet, très bien détaillés, très bien construits. Mais rien ne vaut un accompagnement personnalisé ou un accompagnement de groupe. Si vous êtes manager, si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous voyez qu'il y a des conflits réguliers dans vos équipes que vous n'arrivez pas à gérer, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Un coach, un formateur qui va venir, qui va prendre la température et qui va reprendre ces 6 étapes. Il va prendre chacun des belligérants, il va prendre chacun des membres de l'équipe, faire le point avec eux et à la fin, faire une table ronde et trouver avec eux la solution. Pas leur donner une solution. Ma phrase était mal formulée. Il va les aider à trouver une solution. C'est le rôle d'un coach, c'est le rôle d'un formateur. Nous sommes là pour accueillir les complications, non, le mot est mal choisi, les problématiques. Voilà. Nous sommes là pour accueillir les problématiques de nos clients. Je dis nous, en tant que coach, en tant que formateur. Une fois ces problématiques accueillies, nous sommes là pour les aider à les résoudre, les aider à trouver une solution. Mais la solution, elle viendra toujours de vous. Elle viendra toujours de la personne concernée par cette problématique. De là ou des personnes. Hein. Mais il est toujours difficile de gérer la problématique et de trouver une solution quand on regarde toujours avec le même regard. C'est en ça qu'il est, pour moi, je pense, très important. Et pour moi qui suis formateur, qui suis consultant, ça ne m'empêche pas de continuer de me faire accompagner par des coachs, par d'autres formateurs. Je suis pour l'apprentissage perpétuel. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est cet apprentissage perpétuel qui nous permet justement de mieux gérer nos relations avec les autres. Et de mieux résoudre les conflits, puisque c'est le sujet du jour. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez des problématiques sous-jacentes, ça peut être des problèmes de onboarding, comme on l'a abordé la semaine dernière, ça peut être des problèmes de résolution de conflits, ça peut être des problèmes de communication dans vos équipes, ça peut être tout un tas de données inhérentes au rôle de manager, de leader, de directeur, de dirigeant d'entreprise. N'hésitez pas à faire appel. Personnellement, je serais très heureux de vous aider. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à me contacter via mes profils LinkedIn, Facebook, en commentaire sous la vidéo sur notre page YouTube. Je serai là pour vous répondre, pour vous aider, pour vous guider. Et en toute humilité, si la problématique que vous me présentez m'est inconnue, eh bien, je chercherai avec vous une solution. Et si cette solution, eh bien, il s'avère que je suis incapable de vous l'apporter parce que je reste un humain, comme vous, eh bien, je me fais fort de vous trouver quelqu'un, un autre formateur, un autre coach qui sera mieux outillé que moi pour vous aider dans cette problématique. Même si ma caisse à outils est bien remplie, je vous rassure, elle est bien équipée. Je vous remercie tous pour votre attention. Ce fut pour moi un plaisir une nouvelle fois de vous retrouver donc, dans cet épisode de Time Management. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même chaîne, et je vous souhaite à tous un excellent week-end. À très bientôt.